Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi, le podcast qui parle d'agilité de terrain et de plein de trucs autour de la culture agile. Et on traite de plein de sujets. On a la chance de démarrer une nouvelle saison, la saison 3, avec une thématique qui est universelle et qui va s'appeler tout simplement est-ce qu'on peut collaborer à l'arrache dans une organisation ? Et pour parler de ce sujet-là qui est ultra vaste et ultra intéressant, j'ai la chance d'avoir avec moi Johnny Blondel. Salut Johnny, comment ça va ? Salut Johan. Bon, les gens qui ne te connaissent pas, on va leur dire, bah, c'est pas grave parce que c'est le moment de te présenter. Qui es-tu, Johnny ? Ouais, et ben écoute, déjà, je te remercie de cette invitation. De rien. Parce que moi, j'aime beaucoup ton podcast. Alors, c'est vrai que tu invites beaucoup de copains à moi, donc déjà, ça, c'est agréable. Mais de manière générale, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de générosité dans ton podcast. Et donc, ça me fait plaisir. Alors, je vais me présenter. Alors, tu sais, moi, donc, c'est Johnny Blondel. Je suis salarié chez Viveris, toi. Ça fait 25 ans que je suis salarié dans cette boîte. Et pour te donner un petit peu, pour te dire un peu qui je suis, moi, si tu veux, je viens du développement logiciel. Moi, là-bas, je suis un développeur. Je travaille dans les métiers de l'image. J'ai fait beaucoup d'imagerie médicale. Je travaille dans les douanes, choses comme ça. Ok. Et puis après, je suis arrivé sur Toulouse, où là, j'ai un peu transformé mon métier. Je suis passé dans l'ingénierie système. Je travaille dans l'aéronautique, dans la communication satellite. Et puis, j'ai un peu transformé encore mon métier, où j'ai basculé vers la responsabilité de chef de projet. Et puis après, il y a l'agilité qui est un petit peu arrivée. Il y a eu cette émergence que tu connais bien. Oui. Et donc, j'ai transformé mon rôle et aussi ma posture en prenant plutôt un rôle de Scrum Master ou parfois aussi responsable de projet en fonction des projets, si c'est des projets traditionnels ou plutôt agiles. Et puis aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Je suis ce qu'on appelle le responsable d'affaires et aussi référent agile. Alors, responsable d'affaires, pour te dire un peu ce que c'est, moi ce que je fais, c'est que mon rôle, c'est d'accompagner plusieurs projets, un peu comme toi qui est coach. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que les équipes soient plus collaboratives, si tu veux. D'accord. Et aussi, moi, mon métier, c'est aussi de faire en sorte qu'on ait une bonne relation avec le client, mais aussi, je suis là aussi pour veiller à la rentabilité des projets. Donc, j'ai aussi cette casquette-là. Et puis après, j'ai une autre casquette, et là, c'est comme ça qu'on s'est connus, Johan, c'est que je suis référent agile. Donc, tu as dû me voir dans des salons. Je suis venu à l'Agilil, évidemment. Évidemment. Évidemment, bien sûr. C'est quand même une des références nationales, l'Agile Grenoble. Alors, moi, je fais des ateliers, des conférences, des choses comme ça, de la formation agile. J'ai une communauté dans ma boîte. Et même des keynotes. Et même des keynotes, oui. Et je me suis lancé dans une première keynote l'année dernière à Grenoble. Donc, c'était une chouette expérience. Donc, voilà, je fais plein de choses autour de ça. Toi, je fais même des interventions à l'école. Encore récemment, j'ai fait une intervention dans un collège. Donc, toi, en fait, l'idée, c'est de partager l'agilité dès le collège jusqu'aux universités, choses comme ça. Donc, voilà un peu ce que je fais. C'est trop bien, c'est ultra large, tout terrain. Ouais, l'agilité au collège, je trouve ça ultra intéressant de pouvoir sensibiliser parce que naturellement, nous, on va penser plutôt aux universités, aux gens qui vont arriver dans le métier de l'IT global, parce que c'est vrai qu'on est plutôt à ce niveau-là. Mais mes collèges, ouais, je trouve ça ultra intéressant et c'est peut-être des démarches qui méritent d'être plus développées. Donc bravo parce que je trouve ça très très cool comme initiative. Et bien, tu vois, en plus, il y avait une spécificité. Moi, la dernière intervention que j'ai fait dans un collège, c'était avec des élèves qui étaient sourds. Donc, tu vois, il y avait aussi ce côté un peu inclusif autour de ça. Et ouais, c'est intéressant de faire partager l'agilité aux plus jeunes gens, comme aussi faire découvrir aussi les métiers de la tech, les métiers de l'IT aussi, et ils n'ont pas forcément une idée très claire de nos métiers, quoi. Donc, voilà. Je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui, on est là pour parler de collaboration. Parce que, alors, j'ai fait un petit peu une amorce, parce que c'est quand même une thématique centrale. Tu as fait une keynote autour de ce sujet-là, autour du collectif. Mais on va remettre peut-être des définitions qui sont
peut-être pas simple, mais Oui. c'est quoi pour toi, collaborer? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi collaborer? Alors, c'est marrant parce qu'on m'a posé cette question-là cette semaine, donc vraiment hors dehors Trop bien. de ça. En fait, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai répondu à ça, que Mmh. collaborer en entreprise, ou collaborer de manière générale, c'est un peu comme coopérer, mais en Oui, mieux. Et alors OK. déjà, il faut peut-être rappeler ce que ça veut dire que coopérer. Oui. Heu, Coopérer déjà, c'est pas mal, c'est déjà être capable de travailler, chacun dans un objectif commun. Mmh. Et ça déjà, qu'on arrive à faire ça, c'est beau. Mais la collaboration, c'est le step un petit peu supérieur, je dirais, c'est lorsqu'on travaille ensemble pour un objectif commun. Et la OK. transformation du chacun en ensemble, bah, ça fait un peu partie de mon métier et c'est surtout un grand challenge. Carrément et tu vois, moi, quand tu me dis ça, ça me fait tout de suite une résonance avec un certain nombre de moyens, tu vois? On parle beaucoup en ce moment d'OKR, c'est le sujet tendance, mais alors Oui, la tendance est pas toujours bonne. Sur le coup, moi, sur les OKR, je pense que c'est plutôt intéressant parce que là, ça rentre aussi dans ce que tu viens de dire. C'est, on veut tous ensemble atteindre des objectifs. Alors OK, non, c'est plutôt ambition, mais on s'en fout. Au final, c'est un but, d'entreprise et la collaboration, c'est un moyen qui est ultra large pour y arriver, tout simplement. Donc moi, je suis ouais. parfaitement en phase avec ta définition et en entreprise, du coup, comment ça se passe, en fait, la collaboration au global par rapport à un historique, peut-être une culture d'entreprise? Quelle est, toi, ta perception, en fait, de la collaboration, alors il y a pas de standard, hein, je pense, mais, toi, en entreprise, comment ça se passe? Comment est-ce que tu vis, la chose de cette collaboration? Ah bah, pour moi, c'est, surtout une fierté, en fait, quand tu arrives. C'est une sorte Mmh. de graal, en fait, cette collaboration. En fait, c'est tellement difficile à obtenir et aussi difficile à maintenir dans le temps Mmh. que, si tu veux, moi et ce que j'en tire surtout, c'est aussi une grande satisfaction. En Oui. fait, voir une équipe qui collabore, en fait, il y a plein de choses qui se déclinent derrière, enfin la cohésion, la bonne entente, l'humeur et cetera. Enfin, il y a plein de choses, c'est très, très complexe, c'est un ensemble de couleurs, en fait, cette collaboration. Donc Oui. moi, en entreprise, bah, pour moi, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est plutôt quelque chose d'agréable, quoi. C'est un objectif peut-être même supérieur à l'objectif de l'agilité. Parce qu'en fait, Mmh. c'est peut-être un objectif assez, universel, j'ai envie de dire. Tu vois, moi, je suis très proche du cœur de l'agilité d'Alistair Cockburn. Tu sais, quand on reprend l'historique, il y a eu le Ouais, manifeste, puis après, il y a eu tous les frameworks, les machins. Alistair est arrivé en disant: «Non, on va arrêter, en fait, avec ces conneries de framework». Je veux pas dire que les frameworks sont des conneries. Ouais, il faut tout de suite préciser, mais c'est que, c'est des cadres qui sont un peu rigides et il est revenu sur le ouais. cœur de l'agilité et une des valeurs, c'est la collaboration. Donc, voilà, Bah, je trouve ça ultra important c'est et ça, tu parles de la rigidité du cadre, mais la collaboration, c'est aussi, être capable, bah, de suivre un cadre et aussi de se donner les moyens de sortir du cadre pour mmh. peut-être se réinjecter dans un nouveau cadre. Ouais, c'est ce que tu dis aussi, dans ta keynote, hein, justement, en fait, le côté, on a un cadre, on est capable de le sortir, peut-être de le transcender, de s'adapter. Enfin, très naturellement, une entreprise, c'est un organe vivant et une entreprise fait des projets, mais les projets, en fait, finissent par se terminer, par on doit regarder les résultats. Puis, Oui, il y a des gens qui, qui décident de partir pour des raisons, qui sont moins en phase ou alors au contraire, en fait, qui prennent plus de poids, une posture différente. Tout ouais, ça, c'est que ça vit de fou et la collaboration nécessairement, tu prends une photo à un instant T et tu prends un an plus tard, il y a nécessairement en fait des changements, ne serait-ce que sur une valeur basique, du manifeste agile, les interactions et les individus. Mais oui, en fait, se dire que la collaboration n'évolue pas et que ça va être toujours la même chose, alors que les individus changent et que les c'est ça, interactions du tout, elles évoluent, ouais. bah, nécessairement cette collaboration, c'est un sujet qui doit être traité en continu, quoi. C'est ça. En fait, c'est vraiment un défi quotidien, quoi. Mmh. C'est difficile de maintenir toujours une collaboration sur la durée. Il y a tellement de choses qui peuvent impacter et fragiliser aussi cette collaboration que c'est Ouais. un challenge, permanent, quoi. Ça et puis c'est tellement lié à alors, c'est une des questions que j'avais mis, mais en fait, c'est bien, on va rebondir tout de suite dessus. C'est tellement lié Ouais. à l'humain. Je sais pas si tu connais la notion d'équanimité? Moi, j'aime bien se sortir ce mot parce qu'il est Alors non, tellement tu vas me marrant. l'apprendre, Johan. Moi, j'adore c'est un soft skills, en fait, qui existe. Équanimité, ça Ouais, veut dire égalité d'humeur. Et en fait, les gens sont tous différents par rapport à ça. Il y a des gens qui sont très équanimes, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe à quel moment tu vas interagir avec eux, ces personnes-là, elles vont avoir, une humeur qui est toujours à peu près stable et c'est plutôt cool. Et ouais, il y a des gens, c'est pas le cas. Ils ont un impact par rapport à ce qu'ils vont vivre en
perso, en pro, et ce qui fait que leur niveau de relation peut changer à ce moment-là, en fait, en fonction de ce qu'ils vivent. Oui. Et ça complexifie la collaboration. Clairement, quelqu'un qui, enfin, en tout cas, il y a une structure avec des individus où tu sais que l'équanimité est pas au top. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, tu auras beau mettre en place un tas de choses pour que la collaboration se fasse bien, le fait que individuellement la communication est compliquée, bah, Oui. c'est dur. En fait, du coup, ça complexifie complètement, l'équation, quoi. Et en Heu, même temps, c'est un vecteur de progrès parce qu'en fait, le fait de mmh, pas être toujours constant dans son attitude, dans ses émotions, peut-être que des fois, les gens brutalement vont changer et ben ça peut être, une impulsion, ça peut être un ouais, révélateur pour pouvoir faire, évoluer, l'équipe dans une autre direction. carrément. Et toi qui as pas mal de vécu, en fait, tu vois, moi j'ai 15 ans, d'expérience au global, pareil dans la tech, le développement, l'accompagnement, j'étais PO, machin, j'ai fait plein de trucs. Et Ouais. toi, je te rajoute 25, tu as 25 ans, d'expérience, tu as dû en Ouais, je voir suis des boomer, choses. hein. Alors moi, je dirais pas ça, je dirais juste que tu es quelqu'un d'expérience. Mais, ce qui est bien, c'est que tu as vu probablement plein de trucs différents. En plus, en étant en ESN, c'est normal, en fait, c'est ça Oui, qui est cool aussi en société de service, c'est de pouvoir découvrir plein d'environnements différents. oui. Est-ce que toi, tu as des exemples de, je veux pas dire de cité d'entreprise, mais en tout cas d'environnement que tu as vu, où la collaboration, elle se faisait à l'arrache? Et peut-être, voilà, comment est-ce que, tu as pu intervenir? Est-ce que c'est des choses qui étaient, simples, en tout cas pour, à faire bouger? Est-ce que tu as des exemples concrets, à nous donner? Alors moi déjà, j'ai une première réaction parce que tu me parles de collaboration à l'arrache. Déjà moi, de base, j'y crois pas trop. Tu Ouais. sais, c'est un petit peu comme si, je voulais faire du jardinage et que je balançais des graines au hasard dans mon jardin et puis que je me dis: «Je vais revenir dans 10 ans, ça va faire un beau jardin». Bah, peut-être que oui, en fait, je sais pas, peut-être que oui, mais en fait, la collaboration, bah, en fait, non, c'est pas à l'arrache. En fait, avant même de construire une équipe, ça se réfléchit à l'avance. Toi, Mmh. déjà, toi, quand je lance une équipe, on est plusieurs à réfléchir à ça. On essaie déjà de l'imaginer à l'avance, de dire: «Bah, Oui. quelle personne va intervenir dans cette équipe? Est-ce qu'on pense que a priori, cette équipe pourra collaborer? Est-ce que, les compétences sont bien partagées?» Donc si tu veux, ça se réfléchit à l'avance, un petit Oui. peu comme dans ton jardin, tu vas pas mettre tes graines au hasard, mais tu vas peut-être les mettre au bon endroit. Et puis un peu comme tu l'as rappelé tout à l'heure, bah, c'est pas non plus suffisant parce que même quand tu lances une équipe avec les bonnes personnes et a priori ça a bien marché, et Mmh. bah, les gens sont pas, c'est quoi ton nom, que tu as dit tout à l'heure? C'est équanime. Équanime, voilà, les gens ne Ouais. sont pas forcément équanimes, il y a des perturbations et c'est là aussi, c'est là où toi tu vas intervenir ou moi ou des scrum masters ou, des chefs de projet ou plein d'intervenants extérieurs qui vont permettre aussi de faire en sorte que, cette collaboration puisse être maintenue un petit peu comme dans pour donner, l'exemple du jardin, bah, il va pas faire toujours beau et des fois il y a besoin d'arroser. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se vit au quotidien et Mmh. aussi qui se cultive en fait. Mais Alors carrément. moi, j'ai vu des cas, très, très, alors j'ai pas le droit de citer des entreprises, mais moi, j'ai Mmh. vu des situations où ça a pas forcément été, fait à l'arrache, mais plutôt j'ai déjà vécu dans des entreprises où, si tu veux, il y avait un climat qui n'était pas propice à la collaboration. Moi, j'ai Oui. déjà travaillé il y a plus de 20 ans, on va dire il y a prescription maintenant, c'était sur Paris, dans une entreprise, plutôt, je vais dire militaire. On faisait des modems à l'époque, enfin à l'époque de la DSL, donc déjà, tu veux peut-être deviner un peu, mais bref. Mais C'était il y a quelques années. il y a quelques années. Le début de la DSL, j'avais travaillé dans l'embarqué et là, si tu veux, il y avait tout toutes les bases pour que la collaboration ne soit un peu merdique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il y avait pas de communication. Moi, en tant que si tu veux, en tant que consultant, bah, j'étais mis à part des personnes qui étaient vraiment, de la société en question. Toi, D'accord. déjà, Il y voilà, avait il y avait un silotage, si tu veux un déjà. silotage, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est déjà cloisonné et bah, en fait, le but, enfin, la collaboration, c'est des gens qui discutent ensemble, C'est ça. grossièrement, hein. Si tu cloisonnes, tu sais que tu crées déjà, en fait, un énorme biais et c'est pas du tout facilitant, ouais. Ouais et puis tu avais pas forcément la vision qui était partagée. Si tu veux, la vision était partagée aux personnes de la société, mais pas aux Mmh. externes. Donc si tu veux, tu te Ah ouais, retrouvais OK. à travailler sans savoir vraiment pourquoi, dans quel but, tu étais vraiment, réduit à quelqu'un qui devait générer du code. Alors je suis pas resté très longtemps, je suis Ouais, vite parti, j'imagine, ouais. heureusement, mais ouais, voilà, c'était vraiment pas propice à ça. Donc on était, alors on était sur une autre époque, hein, depuis, moi j'ai vu plein de choses, j'ai vu plein de changements, Mmh.
Je peux te donner un exemple. Moi, j'ai un petit projet là qui a démarré il y a pas longtemps. C'est une toute petite équipe. C'est que Mmh. 4 personnes. Alors c'est bien, il y a une personne de très expérimentée, une personne de moyennement expérimentée, une personne un peu plus junior, Mmh. quelqu'un de vraiment très débutant. Il y a 2 hommes, 2 femmes. Il y a des OK, personnes qui sont complètement différentes et ça collabore. Et c'est un c'est trop bien. forfait. On n'est pas dans de l'agilité, mais il y a comme des Mmh. bonnes pratiques. Il y a des choses qui sont mises en place, pour, justement cultiver une sorte de enfin, cultiver une meilleure collaboration et ça marche, quoi. Et c'est Ça, pas je sans trouve difficulté pour autant, hein, mais voilà. je trouve ça trop bien. Moi, c'est pareil, j'ai vécu les 2, hein, autant ce qu'on appelle l'AT, tu sais, l'assistance technique, la Oui, régie et aussi du forfait. Où tu pas du tout les mêmes contraintes, t'as pas du tout les mêmes manières de fonctionner, t'as pas du tout la même complexité en termes d'humain. Il y a aussi ce truc-là, hein. Une équipe de 4, c'est pas une équipe de enfin, déjà une équipe de 100, ça existe pas. Non, c'est pas une structure où tu as 100, 150, 200 personnes, où là, tu sais que nécessairement les interactions, elles sont beaucoup plus complexes. Et ouais, là, je vais rebondir là-dessus, sur quelque chose, pardon, que j'avais noté. C'est OK, tu as la volonté de collaborer, tu l'as dit tout à l'heure, et tu as aussi un truc qui est un peu historique, très lié à nos organisations globales, hiérarchiques, avec les strates. Moi, je parle de la ZAN, tu sais, où tu as 27 000 couches et les gens, ils comprennent plus qui mmh, prend les décisions, qui doit faire quoi, est-ce que j'ai le droit de valider ou pas, ou je dois attendre mon ouais, directeur N+27 qui doit donner son avis alors qu'en fait, il est ultra loin du terrain. Et tu as aussi une culture du mode, on le vit encore plus, hein, nous, en tant que prestataire de service, du mode client-fournisseur. Tu sais? mmh, Souvent, c'est ça le truc. Moi, le constat, c'est: «Ah bah là, vous êtes en train de fonctionner en mode client-fournisseur». Je fais: «Bah pourquoi?» «Toi, tu dis et toi, tu exécutes». «Ah ouais, ah bah si, c'est ça en fait». Je fais: «Non, mais pourquoi vous collaboreriez pas?» Pardon, c'est il faut collaborer parce que en gros, vous avez, des choses à faire ensemble oui, et ton impact, toi, en tant que, équipe de réalisation, hein, parce qu'une équipe tech, c'est ça, en fait, ça réalise des produits, avec de la valeur. Ton impact sera beaucoup plus fort si vous les mettez en mode collaboration régulière, plutôt que si vous exécutez bêtement, en fait, des choses qui, parfois, n'ont pas de sens. Et ce truc-là, je trouve que c'est parfois, et pas partout, hein, ça a tendance à changer ces dernières années. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Mais quand c'est encore existant, il y a une histoire de culture oui. d'entreprise qui est parfois, difficile à faire bouger. Et est-ce qu'il y a des astuces, en fait, pour faire comprendre que, bah, en transformant ça en mode collaboratif, bah, en fait, c'est bénéfique pour tout le monde et notamment pour la société? Parce que tu as dit un truc tout à l'heure qui est super intéressant, c'est qu'une société, bah, en fait, c'est là aussi pour faire de l'argent, tu vois? C'est tout con, en Ah fait. bah Une oui, oui, société ça de fait partie service, du nerf de la guerre. Ouais, voilà, ça fait partie du nerf de la guerre et la collaboration est au service aussi des entreprises, de la mission de l'entreprise, de la stratégie et nécessairement une entreprise qui fait de l'argent, c'est une entreprise qui arrive à survivre, surtout sur un marché qui est compliqué comme actuellement. ouais. Mais voilà, est-ce qu'il y a des astuces pour faire comprendre, par exemple, à des leaders, parce que souvent, en fait, c'est aussi des histoires de leaders qui ont du mal à changer, pour leur faire comprendre que la collaboration, c'est vital pour que l'entreprise puisse, aller encore plus loin? Bah, en fait, dans ton exemple, on est en train de parler surtout de l'agilité. En fait, Ouais. l'idée surtout du concept de se dire, au lieu de faire, du command and control et au lieu de ce qui est intéressant, disons, dans l'agilité, c'est que le client soit acteur Mmh. du développement et en fait, de manière à apporter un feedback régulier et Mmh. puis œuvrer pour qu'on aille dans la bonne direction, plutôt que, dans quelque chose où, finalement, après un long effet tunnel, on va tomber dans de l'insatisfaction. C'est ça. Et ça, bon, évidemment, toi, je pense que tu es assez convaincu, là-dessus, quoi, en fait, que ça s'applique plutôt bien et ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que pour des clients qui n'auraient pas forcément cette culture-là, évidemment, c'est difficile à faire changer, quoi. Ouais. Ça fait partie de plusieurs biais, en fait. On a quelque chose qui marche, où on pense que ça marche, mais on veut pas trop changer. On est toujours réticent au changement. Oui. Alors, j'ai pas forcément d'astuces, moi, à mon niveau, ça serait assez difficile, mais je pense que malgré tout, ce qu'on peut faire, c'est, montrer, en illustrant par rapport à des projets qui marchent déjà, quoi. De dire: «Bah, voilà, moi, je vous donnais, monsieur le client, un exemple d'un projet X où on a mis en place cette manière de fonctionnement et on a obtenu tel et tel résultat». C'est peut-être aussi les inciter à venir, assister, d'être présents à l'Agilil ou à d'autres événements agiles Mmh. où là, il y a des retours d'expérience qui vont permettre de montrer que l'agilité
et la collaboration, entre, le client et la personne l'équipe qui réalise, bah, que c'est plutôt bénéfique. Donc Ouais. en fait, c'est peut-être l'attirer vers cet événementiel et vraiment illustré par des expériences qui ont marché, en fait. C'est ça, en fait, mais c'est difficile de changer la culture d'un client, quoi. Enfin, Et ça, je trouve ça super intéressant, le fait de montrer des success stories. Alors, ouais. ça a un intérêt parce qu'en fait, c'est de l'inspirationnel, on peut se dire: «OK, ça peut marcher chez nous» et cetera. Après, il y a quand même le risque du cargo culte en disant: «Oh, on va faire un copier-coller» et Ça, c'est du le vrai coup, risque, voilà, effectivement. le risque c'est, copier-coller et ça va marcher chez nous. Bah non, et en fait, nous, on s'ancre entre Ouais. 2 en mode on va adapter parce que vous avez telle Mmh. spécificité, parce que tel mode de fonctionnement-là, c'est ancré dans votre culture, parce que vous avez telle Oui. contrainte et tel avantage, et c'est là où c'est super important. Mais la Mais tu résistance au sais, Joanne, on changement. n'y va jamais directement comme ça. Non, Moi, c'est sûr. souvent, ce qui se passe, c'est que, dans la plupart des cas, enfin, j'ai pas mal d'historiques, c'est que souvent, avec des clients, on va travailler en quelque chose d'assez forfaitaire. Oui. Et puis, une fois qu'on a créé ce sentiment de confiance, une fois Mmh. que le client a vu, bah, de nos compétences, de notre sérieux, enfin, une fois que cette confiance s'installe, et bah, souvent l'agilité vient assez naturellement. Ouais, Voilà. je suis d'accord C'est pas avec un toi. nouveau client qui va venir et va dire: «On met en place cette manière de travailler», quoi. Voilà, il y a quand même un ticket d'entrée basé sur la Mmh. confiance en Ça, 1er et lieu. puis tu as une forme de réputation, tu sais, avec le côté success story, quand tu fais, des choses qui sont très customisées, pardon, pour aller, Oui, faciliter des axes de collaboration. Parce qu'en fait, c'est ça, enfin, moi, je prétends pas, par exemple, révolutionner un mode de collaboration dans les entreprises, mais je prétends, en fait, donner les conseils qui vont bien pour améliorer, et notamment un des trucs, qui est ultra important, c'est de casser les silos. En réalité, casser oui. les silos, c'est déjà une première tâche compliquée, mais qui est essentielle pour que ça puisse marcher, et sans ça, bah, la Ouais. collaboration, enfin, on parle pas de collaboration, on est toujours dans un mode client-fournisseur, et en plus, ces silos, c'est d'autant plus compliqué parce que tu as les strates, horizontales et tu as les C'est ce que strates j'allais dire. verticales. Les strates verticales, alors ça, c'est vraiment la culture d'entreprise qui permet de casser ça, quoi. En fait, c'est vrai que Oui, souvent dans des sociétés où c'est très hiérarchisé, il y a beaucoup de strates, bah, on se rend compte que la communication d'une strate à l'autre, elle peut être difficile. ouais. Des fois, simplement, on va pas forcément, dans certaines entreprises, bah, oser contacter son N+1, N+2, Mmh. N+3. Donc en fait, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Moi, je vois, là où je suis, bah, en fait, les portes sont toujours ouvertes et les communications sont assez faciles entre les différentes strates. Mais les strates, c'est nécessaire, ça fait partie du mode de fonctionnement des entreprises. C'est On sûr. n'est pas tous à plat. L'holacratie, ça ne marche pas forcément, lorsque on est dans une entreprise où il y a, 150 salariés, quoi. Donc forcément, il y a des strates qui se dessinent, mais il est important de faire de la communication, pas que descendante, aussi de la communication montante et Oui. puis, bah, c'est au rôle des managers de laisser leurs portes ouvertes et de faciliter cette communication. Ouais, et puis c'est la grande complexité avec tout ce qui est, sorti ces dernières années, les, entreprises libérées. Alors moi, j'ai un avis assez, cash là-dessus, hein. Je pense pas que Ouais, ça puisse fonctionner, parce que c'est un peu utopique, surtout dans des grosses structures, en fait, où on va se dire: c'est «OK, ça. chacun est responsable et machin et cetera». S'il y a pas quelqu'un, un leader qui, va donner On au a moins. besoin, oui, Ouais, c'est important, en fait, d'avoir, le leadership, en fait, pour ça, il est ultra nécessaire, et c'est là où exactement. on se dit: quand on a trop de couches, ça fonctionne pas parce que justement, le temps que ça passe d'une couche à une autre, il y a du temps, les gens se comprennent pas, il y a de Ouais, l'interprétation parce que la communication, c'est ça, hein, d'un humain à un autre, on interprète des choses, et puis, en fait, quand ça passe d'une personne à une autre, à la fin, en fait, ton message a complètement été, dénaturé, et du coup, les personnes, elles ont pas bien compris, donc on a intérêt à les rapprocher, et en même temps, s'il y a personne qui vient donner une direction, bah, en fait, on va où? Où est-ce qu'on va? Et ça, c'est ça. c'est une vraie question, et la collaboration, c'est réussir à faire parler tout le monde pour que, bah, ce soit juste clair, tout simplement. C'est ça, on a besoin de leadership, on a besoin de personnes, au-dessus de nous, dont leur et c'est un vrai métier, quoi. C'est d'apporter, bah, une vision, une motivation, se mettre aussi au service de ses équipes. Enfin, là, Mmh. tu le sais très bien tout ça, mais c'est vraiment essentiel pour que ça marche, ouais. Ça, et je sais pas si tu connais, Robert Sutton? Ah non?
Alors Ah, Robert tu m'as fait Sutton, découvrir un nouveau mot aujourd'hui et une nouvelle personne. ça c'est un peu mon truc. Robert Sutton, c'est un spécialiste américain en management et genre il a beaucoup de bouteilles et il a écrit un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Objectif zéro sale con. Et en fait justement ça parle, C'est ambitieux déjà. ah ouais, non mais et puis, faut vraiment le lire, hein, parce qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme «con», enfin, ce qui est quand même pour un mec qui fait du management et qui a une réputation, clairement, c'est très couillu. Et mais en gros, ce qu'il explique, c'est que quand il y a un sale con dans une entreprise, la collaboration et cetera, elle est compliquée parce que et ça, on va revenir sur un autre truc aussi dont tu avais parlé, dans ta keynote et je trouve ça pareil, j'aime beaucoup, ce type-là, c'est Cialdini. C'est justement, en Ah fait, oui, ce d'accord. sale con va réussir à imposer un certain nombre de choses, ce qui fait que même si on a un dans une structure avec 200, 300, 1000 personnes, il peut faire plus de dégâts que les 9999 autour, par exemple, qui eux sont là avec une vraie volonté de faire les choses, etc. Parce qu'en fait, les choses négatives, elles se diffusent parfois de manière un peu plus facile. Et surtout, un sale Oui. con, en fait, il va avoir un facteur d'influence parfois ultra fort. Et ce qui fait que lui, le seul, il y a plein de conseils dans ce bouquin-là. Mais un des conseils, c'est détecter vos sales cons. Sortez-les. Tu vois, c'est aussi bête que ça. Sortez-les parce que soit ils sont capables de changer et de comprendre qu'ils sont dans une mauvaise direction. Et souvent, c'est une histoire de culture, de personnes qui ont été dans du management à l'ancienne, qui ont des convictions et qui ont des profils généralement très très politiques et en fait ils bossent pas pour une entreprise mais ils bossent pour leur carrière C'est ça. individuelle et Oui. ça déjà de base moi enfin j'ai du mal à comprendre ça, c'est moi si on me paye dans une entreprise Ouais. c'est pour l'entreprise en fait, c'est pas pour ma carrière, mais ça c'est autre chose et du coup c'est ultra intéressant parce que comme quoi une seule personne peut réussir à péter totalement la collaboration d'une Oui. entreprise, c'est possible et c'est des choses qu'on voit régulièrement Ah donc bah, j'y crois énormément à ça. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours plus facile de détruire que de construire oui. et ça, mais par contre, c'est quand même lié à la culture d'entreprise, hein. Enfin, Oui, bah, c'est exactement ça. En fait, la culture d'entreprise, soit va dans ce sens-là, et donc pour soit eux, elle va c'est dans ce OK. sens-là, soit au contraire, elle va mettre des barrières et elle va bloquer les gens qui seraient peut-être trop, carriéristes au détriment de finalement, du bénéfice de Mmh mh. l'entreprise. Exactement, Mais il faut c'est les su détecter, ils sont malins, ils se cachent parfois. exactement et justement, enfin, pareil, ça, c'est, traité dans beaucoup, de formations ou talks autour du management. C'est qu'en fait, les profils politiques sont les plus compliqués, en fait, un à manager, mais ça, c'est normal et 2 à détecter parce que justement, en fait, c'est la somme de plein de trucs et ils vont toujours faire, en fait, pour que ça Ouais. marche. Et pour les détecter, il faut quand même une sorte de prise de recul qui est extrêmement forte. Sinon, bah, en fait, on les laisse courir jusqu'au moment où on découvre que les résultats sont pas là, mais c'est jamais de leur faute, et cetera, et cetera. Et ça, c'est pas du tout facilitant. Ce que tu avais dit, en fait, par rapport aux facteurs d'influence dans la collaboration avec Cialdini, c'est pareil. Moi, c'est un bouquin de référence à Influence et manipulation. Et c'est marrant, Oui. c'est aussi Robert, tu vois? Robert Sutton, Robert Cialdini, c'est rigolo. C'est une histoire de Robert qui sont forts sur ces facteurs d'influence. Mais est-ce que toi, tu as des conseils justement pour identifier ces facteurs d'influence et les transformer, en éléments positifs? Bah, en fait, c'est un peu la dernière partie, l'avant-dernière partie Mmh. de la keynote justement Oui. où, Allez on la parle voir, de c'est ça. important! C'est sur YouTube. Oui, c'est vrai, ils ont mis ça sur YouTube, il y a pas très longtemps. Bah, oui, en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire le contre-pied par rapport à ça, parce que c'est vrai que nous, on est dans l'agilité, Mmh. on est dans quelque chose de plutôt positif, dans la bienveillance, des choses comme ça et moi, j'avais trouvé ça intéressant d'aller chercher un peu faire un contre-pied, avec ça, en allant chercher Cialdini, où là, justement, bah, il a fait toute une thèse là-dessus et plein de rééditions de son bouquin «Influence et manipulation» pour, expliquer justement quels sont tous les biais qu'on retrouve beaucoup dans le commerce, notamment, Mmh. ou des arnaques, des choses comme ça, tout ce qui est dans la manipulation, des choses comme ça et je trouvais ça intéressant de finalement, bah, se dire: «Bah, finalement, ce qu'il mentionne comme, chose plutôt négative, finalement, il y a peut-être du positif à en tirer» et je Mmh. me suis rendu compte que, bah, finalement, les facteurs de manipulation, négatifs, bah, en fait, c'était à peu près la même chose. Il y avait le pendant, positif, derrière. Tu vois, on parle de, réciprocité, tu sais, c'est Mmh. la manipulation qui consiste à: «Je vais te donner un petit truc comme ça,
toi, je vais pouvoir te Oui. prendre quelque chose de plus gros derrière. Et ben finalement, de manière positive, on va le trouver dans les équipes avec le soutien, quoi. En fait, Mmh. si on aide les gens à se soutenir les uns les autres, et ben on va créer un cercle vertueux. Et donc, c'est Oui. important de casser les silos dans les équipes. Et ça, c'est même un des risques de Scrum. Tu le sais bien, c'est que Mmh. lorsqu'on met des points, de la vélocité, tout un tas de trucs, on va finir par challenger les individus individuellement et on va casser justement cette cohésion d'équipe. C'est le risque de Scrum. Exactement. Mais ça, les bons Scrum Masters seront vigilants là-dessus. Ça, tu as raison de le dire, hein, parce que je l'ai déjà alors je l'ai pas vécu en tant que Scrum Master, mais je l'ai vu en fait, en tant que coach d'équipe où effectivement tu as le côté individuel en disant: «Ah bah, en fait, on a fait autant de points au global, en collectif, Ouais, d'accord, très bien» et tu en as un qui arrive qui fait: «Ouais, mais moi j'ai fait 15 points sur les 30 hein». C'est ah ouais, mais en gros, ça veut dire que tu t'es mis ouais. en avant, que en fait, tu as été plus performant, que tu es presque en train de dire que le reste de ton équipe, c'est des tocards parce qu'ils ont pas fait autant et là, en fait, tu dis: «Ça va pas du tout». Tu vois, l'estimation, c'est, soit c'est tout le Ouais. monde, en fait, qui est responsable de la vélocité et tout. Moi, j'en suis revenu à la vélocité, j'en parle de moins en moins parce que je trouve que c'est galvaudé, mais Ouais. et qu'il y a d'autres manières, en fait, en tout cas, d'aller mesurer la livraison de valeur, régulière, donc ça, c'est un autre point. Mais la vélocité, j'ai plus trop envie d'en parler parce que justement, il y a trop de Bah, dérives. j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en même temps, c'est bien, c'est comme un indicateur, ça permet de se projeter, il y a quand même du positif derrière, Ouais, mais il faut quand même garder en visu le fait que bah, des fois, c'est peut-être la personne qui va, entre guillemets, marquer très peu de points, qui aura oui, été le plus utile au sprint. Tu exact. vois, un lead technique ou quelqu'un qui va finalement aider tout le monde à ce que tout le monde arrive à s'en sortir dans ses user stories, mais qui va pas forcément passer de temps à faire la sienne, j'ai envie de dire. Enfin, Ouais. eh bien, finalement, il aura peut-être, marqué moins de points, si on peut appeler ça Mmh. comme ça, mais finalement, il aura tellement aidé les autres que c'est lui la pièce essentielle et c'est vraiment le vrai risque de Scrum, c'est de trop associer cette vélocité, l'individualiser. Ça, c'est le pire des risques qu'il peut y avoir et je pense que je suis tombé dans ce piège-là au tout début quand j'étais Scrum Master, en fait. Bah, ouais, parce que ça fait partie, en fait, des choses qui sont écrites dans le Scrum Guide, des choses qui sont, Oui. parfaitement, documentées à droite et à gauche et du coup, c'est presque, naturel, en fait, d'y penser, en tout cas, de tomber dans ces pièges-là, c'est pas, voilà. Et par contre, en sortir, je pense que c'est aussi assez intéressant de pouvoir avoir le recul et de se dire: «OK, bon, est-ce que finalement, il y a pas d'impact des dérives?» et se reposer la question de, «Est-ce que ça fonctionne bien pour l'équipe?» Ouais. Et tu as raison, après tu as les questions, des rôles de coordination, d'accompagnement où, en fait, au final, ils sont pas productifs. Donc du coup, tu les intègres comment, en fait, dans cette, logique de résultat? Tu vois, c'est aussi ce truc-là, hein. Et pour moi, c'est aussi compliqué, en fait, dans la collaboration. Il y a des gens qui sont là pour faciliter cette collaboration. Si on les enlève, il se passe quoi? Est-ce que les Ah! gens sont capables de le faire, de se collaborer, de communiquer, de Oui, fonctionner ensemble ou pas? mais c'est toute l'ingratitude avec le métier de Scrum Master. J'en ai parlé dans une conférence, j'avais appelé le Scrum Master surréaliste. Mmh. Le problème du Scrum Master, c'est que des fois, lorsqu'il est efficace, on a l'impression qu'il sert à rien et Oui. on peut s'en séparer. Ouais. Voilà, c'est ça toute l'ingratitude. Alors que sur un projet qui sera en difficulté, Mmh. tu vois, on pourrait même se dire: «Ah ben le Scrum Master, il a du fil à retordre, chapeau à lui». Tu vois? Ouais. C'est ça un petit peu le paradoxe dans le métier de Scrum Master que tu retrouves aussi dans le métier de chef de projet voilà, hein, Ou de coach, hein, c'est exactement ou de pareil. coach ou choses comme ça, Mmh. c'est ça. C'est clair. Mais tu sais, ça, je l'ai déjà vu et entendu, des structures qui disent: «Ah mais c'est bon, en fait, maintenant les équipes, elles marchent super bien, donc du coup, en fait, tous les rôles de On le retire. facilitation, on les Eh sort». oui, En fait, 3 mois plus tard, tu vois, en fait, qu'ils postent des annonces en disant: «Ah, on a besoin, urgemment, de rôles de facilitateurs parce que c'est urgent». Et en parce fait, que c'est le bordel, voilà. tu comprends que c'est urgent parce que les gens, ils produisent, du coup, ils ont plus le temps de prendre du recul et donc, bah, en fait, il faut, remettre des gens qui créent de la facilitation, qui redéveloppent des ateliers, qui Eh oui, fassent, communiquer les différentes personnes parce qu'elles sont noyées dans leur, dans leur, vie opérationnelle et c'est OK. c'est ça le problème, c'est ça, c'est en Ça, période c'est de un crise grand que souci. voilà, c'est ça. Exactement. Toi, justement, est-ce que tu as des outils, des moyens pour, développer la collaboration en disant, «Ça, c'est une masterclass, quand je le pose dans une équipe ou dans une orga, je sais que ça peut régler un certain nombre de choses»? Alors moi, j'ai un outil, tu parles d'outils. Ouais. Je vais pas te citer Jira, mais j'ai un outil qui est beaucoup plus puissant que Jira. Je vais pas rentrer dans la polémique. En fait, c'est le téléphone. Tu vois? C'est tout Ah con, oui. mais pour améliorer une communication,
en fait, c'est parce que c'est un exemple que j'ai en tête, parce que je l'ai mis en place il y a 2 semaines. Des fois, toi, la communication, des fois, elle est ralentie du fait qu'on va communiquer par voie écrite. Le Oui. fait d'écrire les choses, bah, des fois, c'est mal interprété, on dit pas forcément ce qu'on veut dire, enfin, voilà. Et à un moment donné, je fais: «Attendez, on va se téléphoner», et Ouais, j'ai installé tout simplement un téléphone de manière à faciliter les c'est les incroyable. Je bah, trouve ouais, ça fou. pour faciliter la communication entre le client et notre plateau de réalisation. Voilà. Faire une ligne directe, donc ça, c'est vraiment un des premiers outils, quoi. Après, tu as tous les outils, classiques, hein, qu'on peut mettre en place, hein. Tu sais, le fait, c'est tout simple, c'est tellement dans le langage courant, mais le daily, ce point de rencontre Mmh. quotidien où tout le monde va pouvoir se parler lorsqu'il est fait intelligemment, c'est hyper puissant, qu'on soit en mode agile ou enfin, en fonctionnement agile ou pas agile. Tous les ateliers qu'il peut y avoir, tu sais, pour, justement créer de la cohésion, du lien, autour des rétrospectives ou autres. Voilà, enfin, il y a plein d'ateliers, il y a plein de moyens, il y a plein d'outils, basés autour de l'humain qui permettent d'améliorer cette collaboration. En fait, tu vois, un truc qui est super marrant sur l'histoire du téléphone, c'est juste que tu arrives à recréer un lien entre 2 personnes. Tu vois? Ce qui est quand même le fondamental, pour une collaboration qui fonctionne. C'est juste, et moi Bah, moi parlez-vous, quoi. ça me fait c'est ça, «Parlez-vous». Moi, je crois que c'est une phrase que je répète un peu moins maintenant, mais que j'ai beaucoup répété. C'est, tu sais, tu arrives avec quelqu'un, il dit: «Ah bah, en fait, il y a telle personne, telle équipe, elle devait faire ça et puis ça marche pas, gna gna gna», et je fais: Attends, est-ce que tu as pensé à l'appeler, à la Ouais. voir en vrai, à organiser une visio au plus vite? Enfin, un truc où tu recrées, une Mais communication oui, avec. et Et c'est là, et c'est magique, hein. on dit: «Bah, non, j'y ai pas pensé». Et là, je fais: en fait, le problème, c'est que ça devrait être un réflexe pour beaucoup de personnes, et Mmh. au final, c'est j'y ai pas enfin, les excuses, elles sont toujours les mêmes, hein. J'y ai pas pensé, j'ai pas le temps, c'est pas ma responsabilité. Et en fait, tu as toutes ces questions-là, elles sont super intéressantes. J'ai pas le temps, bah, en fait, oui, bah, arrange-toi pour prendre le temps, ou remonte que, en fait, tu es surchargé, et quelqu'un qui est surchargé, de toute façon, il prendra le temps pour rien d'autre, même pas s'améliorer en continu, donc voilà. Et si c'est pas ta responsabilité, bah, en fait, bah, appelle la personne, Oui. qui devrait porter la responsabilité, pour lui poser la question, parce que probablement qu'elle se dit la même chose en face. Mais si tu lui parles pas, vous et allez rester et dans votre coin et à dire: «Ah gna gna, ça marche pas bien», C'est ça, et ça me fait penser à un autre exemple qui date de, bah, plus d'une semaine, en fait, tu vois? Même au sein d'une équipe, c'est important de communiquer rien que sur des merge requests, tu vois? Où il y a des personnes Oui. qui vont des fois, toi, corriger le code d'autres équipiers, et du coup, bah, des fois, c'est mal interprété. On se dit: «Mais Oui. attends, c'est quoi ça? Il me provoque, Mmh. il refait mon code». Toi, des fois, mais il y avait juste besoin de se parler, quoi, et pour montrer qu'il y avait pas cette intention derrière. Tu vois, il y a Oui. toujours des histoires d'interprétation, de choses comme ça. Donc, la communication, bah, oui, c'est ça. Il faut l'améliorer dans l'équipe. Il faut l'améliorer aussi entre l'équipe et l'extérieur. C'est pas évident, mais on joue sur de l'humain, en fait, hein. Donc, C'est l'humain est ça, complexe, hein, de nature. exactement. Et un truc qui est super important, c'est d'être en capacité de prendre du recul, et ça, je pense que c'est pas simple pour la plupart, en fait, des jobs de réalisation. Parce que les développeurs, en fait, ils sont challengés sur, réaliser des choses au service du client, et Mmh. en fait, plus ils deviennent bons, plus on leur demande des choses, donc moins ils ont le temps pour prendre du recul, et cetera. C'est Et si ça. tu Il faut les Et si tu personne, en fait, que ce soit un manager, un facilitateur, un coach, un scrum master, peu importe, qui prend par la peau du cou et dire: «Attends, tu vas prendre un peu de hauteur et tu vas, regarder un petit peu ce qui se passe, et tu vas, faire des conclusions pour pouvoir faire mieux, différemment, pour pouvoir, améliorer ta communication, ta manière de collaborer». Et en fait, c'est comme tout, hein. Si, les gens restent la tête dans le guidon, en fait, on peut juste, que les laisser, s'ils partent dans un mur, en fait, s'il y a personne qui va les sauver, bah, en fait, il va se prendre le mur et puis c'est tout. C'est Oui, et puis c'est un frein d'efficacité, parce que le fait que chaque chien soit dans son propre guidon, j'ai envie de dire, bah, en oui, fait, on ralentit tout le monde, hein, souvent, hein. Mais ouais, j'ai même des cas où des personnes très efficaces, en fait, sont nocives à la performance globale de l'équipe, en fait. Tu sais, mmh, tu as déjà vu des gens comme ça, en fait, qui sont oui, très oui. efficaces, qui carburent dans leur coin, mais qui finalement n'utilisent pas toute cette force collaborative, et donc finalement vont, vraiment, J'a freiner tout le monde. J'avais écrit un talk, il y a quelques années, autour, du développeur rockstar.
Tu sais, ça traite un peu de ce sujet-là. Le mec, il était D'accord. tellement fort, tellement machin, que du coup, en fait, il trace, il trace, il trace. Si l'équipe n'arrive pas à suivre, tant pis, en fait, il trace. L'équipe qui n'arrive pas à suivre, forcément, ils peuvent être C'est des motifs considérés. aussi. C'est ça, c'est démotivant. Ils sont considérés comme moins bons, donc l'impact est pas bon. Et pour moi, développeur Rockstar, c'est plutôt un mythe en fait qui a été survendu par des RH ou mais ça veut pas dire grand-chose en réalité. Mais oui, du coup, tu as ce cadre-là. Est-ce que ça doit être un modèle exemplaire ou pas? C'est une grande question. Mais en tout cas, c'est pas facilitant en termes de collaboration d'avoir des profils comme ça. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus harmonisé et d'ultra Bah, clair. ouais, le mieux, c'est d'avoir des gens plutôt T-shape, on va dire. Ouais, carrément. Et c'est parfois plus efficace que quelqu'un de très très pointu qui va finalement ralentir les autres du fait de sa forte vélocité. C'est tout le Ex- paradoxe en fait. Exactement. Tu sais qu'on a déjà passé les 40 minutes, ça va Non, extrêmement c'est pas vite. vrai. Tandis que je te jure, c'est fou. On va passer à une conclusion et j'avais mis une petite phrase très très simple. C'est, en gros, si tu as 3 conseils à donner, des conseils simples à une organisation qui a envie d'améliorer son mode de collaboration, ce seraient lesquels? Bah, j'ai envie de dire que dans la communication, en fait, il faut améliorer aussi l'écoute. Voilà. Hmm. Ça, c'est vraiment important. Prendre aussi du temps d'écouter les autres. Un bon communicant, c'est quelqu'un aussi qui sait écouter. Et je pense que c'est important de cultiver ça. J'ai envie de dire, ça commence à être un peu dépassé aujourd'hui. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre en place une communication visuelle. On le Ouais. perd avec le Hmm. télétravail, avec le distanciel. Enfin, on perd ça et c'est dommage. Parce que moi, je trouvais que c'était des super Ah moyens, mais en fait, de partager une communication à tout instant avec toute l'équipe. alors Ça là, se je perd suis malheureusement. parfaitement en phase. Le fait d'avoir des tableaux blancs d'équipe en physique avant Covid, hein, parce que c'était un peu partout pareil. Avec la période du Covid, les gens se sont mis à faire du télétravail et à perdre ce truc-là. Et je pense qu'on a encore beaucoup de taf pour expliquer que la centralisation de l'information au sein Oui, des équipes et des organisations, c'est même pas une question. En fait, c'est un élément clé pour c'est pouvoir ça. faciliter la collaboration. Et si vous avez perdu ce truc-là, arrangez-vous pour le remettre en place et améliorez-le. Parce que parce qu'en fait, les gens ont besoin de se réunir sur quelque chose qui est factuel et qui leur donne du sens et qui leur permette de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et, Important. et, et sinon, moi, j'aurais un dernier conseil, parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez moi. Alors, Mhm. je vais encore citer Alexandre Boutin, je suis désolé, mais à chaque fois, je le cite. On Mais l'aime il avait bien dit en une plus, phrase très puissante, Alexandre. c'est de commencer par décomplexifier plutôt que de gérer la complexité. Et en fait, dans cette phrase, je pense que c'est le meilleur des conseils. Mmh. Tu sais que je suis retombé c'est pareil, c'est une thématique qui est assez récurrente dans le coaching au global, hein, de toute façon, voilà et c'est un truc qui est écrit dans le Scrum Guide, en fait. Enfin, tu sais, tu as la notion de cut the dependencies, c'est, OK, au lieu de dire: «Je gère toutes les dépendances et du coup, j'en rajoute toujours plus dans un Je vais écosystème plutôt qui est les encore éliminer, plus en compliqué». fait. Ouais. On va essayer de les limiter, on va essayer de les éliminer, on va essayer de les simplifier et ça, c'est waouh, c'est Et, dur en vrai. Et ça, là, tiens, je vais parler un peu de safe hein, pour une fois, mais c'est aussi ça la puissance du PI planning, en fait, Oui. de pouvoir dire on va essayer d'identifier les différentes dépendances Mmh. entre les équipes. Et le but d'un PI planning réussi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dépendance, ou le moins possible. Exactement. Ça, les gens ont tendance à l'oublier, en fait. Je trouve ça fou parce que en fait, la plupart des PI, et je pense, hein, en tout cas, les feedbacks que moi j'ai sur des personnes qui sont dans des organisations safe-like, parce que des gens qui font du vrai safe by Bon, il the y en a très book, peu en vrai. il y en a assez peu, et j'ai envie de dire heureusement, mais en tout cas, voilà, qui ont cette notion PI et qui disent on va gérer les dépendances entre les équipes pour atteindre un objectif commun. Moi, je trouve Ouais. ça intéressant. Et par contre, la plupart du temps, tu l'as dit, hein, ils les gèrent en fait leurs dépendances et ils se posent pas la question de dire comment est-ce qu'on se rend plus autonome, indépendant pour que ça roule mieux. Mais par contre, la question, elle est simple à poser, mais elle est difficile à résoudre. Ah, comme beaucoup de choses, en fait, hein, Ouais, dans les carrément, frameworks. Ouais. carrément. Bon, en tout cas, moi, j'étais très, très content. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi, Johnny. C'était trop bien. On espère que ça va servir, en fait, à d'autres personnes qui ont envie d'améliorer leur mode de collaboration en entreprise. Est-ce que tu as un tout dernier mot de la fin? Merci. Eh bien, merci. On se dit à très, très vite. Merci à toi, Johnny, pour avoir répondu à mon invitation. Et on se dit à bientôt. Salut à À tout le monde. bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn.
À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.